Mesdames télévision, mardi 18 octobre 2016, bienvenue à tous à la une de l'actualité. Ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, une session pour l'examen du budget de l'État exercice 2017. Vous suivrez dans cette édition le point de nos reporters Amen Didier Ompenoudji et Romaïk Deboshi. La misère au Bénin, comment l'expliquer et que faire pour y remédier? C'est un reportage que la rédaction vous offre à l'occasion de la journée mondiale de la misère célébrée ce lundi. Et puis hors du Bénin, le coupé décalé fait sa fête à Abidjan. L'événement a réuni le week-end dernier toutes les stars de ce mouvement musical né pendant la décennie de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Ce sont là les grandes articulations de cette édition. Bienvenue encore à tous et les détails dans un instant. Ouverture solennelle ce lundi de la deuxième session ordinaire de l'année 2016 au Parlement béninois, une session budgétaire qui s'ouvre avec principale préoccupation l'examen du budget général de l'État, exercice gestion 2017. Le compte rendu avec Amen Didier Ompenoudji et Romaïk Deboshi. Tapis rouge, honneur militaire, le président de l'Assemblée nationale a été accueilli par la garde d'honneur dès son arrivée au palais des gouverneurs à Porto Novo. Les membres du bureau de l'institution parlementaire l'attendaient au pavillon du Parlement. Tout est lancé ainsi pour l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année 2016, une session dite budgétaire. À l'hémicycle, plusieurs personnalités, membres du gouvernement, présidents des institutions de la République, diplomates, les têtes couronnées, sages et notabilités de la ville de Porto Novo ont pris place. Deux discours ont marqué cette cérémonie solennelle, celui du président de l'Assemblée nationale et de son hôte, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, Martin Chougong. Maître Adrien Ombedji a salué le travail parlementaire fait sous cette 7e législature et mis l'accent sur la session qui s'ouvre et qui va être consacrée au budget général de l'État, gestion 2017. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, je l'ai dit tantôt, c'est sous l'égide du consensus démocratique que s'ouvre cette session et que nous abordons le débat budgétaire dont les travaux en commission vont débuter. Ce qui frappe à première lecture, c'est le chiffre annoncé. Le projet de budget général de l'État, gestion 2017, s'élèvera à la somme de 2010 milliards CFA contre 1423 milliards CFA l'année précédente. Comme à l'accoutumée, nous l'examinerons avec minutie. Mais nous tenons à saluer au passage ces véritables paris, ces véritables défis que lance le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement. Le défi d'une mobilisation accrue des ressources et le défi du capital investissement. Nous leur souhaitons plein succès. Leur réussite sera la nôtre, la réussite du Bénin. L'hôte du Parlement béninois, le secrétaire général de l'Union interparlementaire, a salué quant à lui le leadership béninois à travers son Parlement présent dans les assemblées interparlementaires. Le Bénin a été invité à prendre une résolution dans le sens de booster le développement. Aussi, la lutte contre le terrorisme ne doit pas être occultée. À cet effet, je suis convaincu que vous aurez à cœur de rester attentif aux signes précurseurs de conflits qui sont généralement des frustrations nées de violations des droits de l'homme. À ce propos, le thème du débat général qui aura lieu à l'occasion de la 135e Assemblée de l'Union interparlementaire à Genève et le 23 octobre prochain portera sur réagir rapidement lorsque les violations des droits de l'homme présagent un conflit, le rôle du Parlement. Les parlementaires du monde entier étudieront toutes les possibilités d'une contribution parlementaire en vue de désamorcer les conflits à temps.
La contribution de l'Assemblée nationale du Bénin y est espérée et je dirais vivement souhaitée. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, je crois savoir que vous serez personnellement. Après les discours, il y a eu les salutations d'usage et les députés se sont donné rendez-vous ce mardi pour examiner le rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji. À la fin de la cérémonie, quelques députés ont bien voulu se prononcer sur le discours du président Humbedji ayant un rapport à ce projet de budget de l'État gestion 2017. Ils sont au micro de nos reporters Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Debouché. C'est un discours comme d'habitude. C'est un monsieur qui est égal à lui-même. Il essaie quand même de diagnostiquer aussi les points forts et les points faibles de chaque institution. Il a parlé de l'Assemblée, ce qu'on va faire. Compte tenu du temps, il a parlé aussi du gouvernement. Mais il a trouvé quand même une solution alternative pour le gouvernement dès lors que le gouvernement vient de s'installer. C'est vraiment, on n'a pas eu à parcourir le budget, mais je félicite le président. Moi, je pense que c'est un budget très ambitieux et nous devons l'encourager et lui donner les moyens de mettre ce budget en application pour que nous puissions vraiment accéder au développement. Moi, j'ai confiance au président de la République, son Excellence Patrice Talon, parce que c'est un homme d'affaires très intelligent, très dynamique, qui sait là où trouver de l'argent. Donc moi, je suis confiant. Il va trouver ce financement-là sans problème. C'est un homme averti, le président de la République. Je crois que les députés, c'est des hommes qui aiment leur pays. Pour que le pays avance correctement, il faut lui voter ce budget-là. 2010 milliards. On me dira que c'est énorme, que c'est beaucoup. Par les temps de récession que vit le Nigeria et tout. Mais bon, l'autre chose, on dit demander. Nous sommes en train de demander. Et Inch'Allah, on espère. Autre dossier dans ce journal, la communauté internationale a célébré ce lundi la journée mondiale du refus de la misère, opportunité saisie au Bénin pour parler de la misère où plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté selon l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique INSAE. Qu'est-ce qui explique une telle situation qui perdure et comment faire pour y remédier? Élément de réponse dans ce reportage de Ibrahim Orunam et de Fréjus Fiossi. 17 octobre 2016, les Nations Unies, comme cela se fait chaque année depuis 1992, célèbrent la 24e journée mondiale du refus de la misère, encore appelée Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Misère, pauvreté, deux mots pour qualifier une seule et même réalité qui, d'un point de vue sociologique, recouvrirait plusieurs formes intellectuelles et financières, entre autres. Il y a des misères que vous allez sentir sur le plan très matériel et très physique. Il y a des misères que vous allez sentir sur le plan intellectuel, sur le plan des idées. Il y a des misères que vous allez sentir sur le plan des relations sociales. Donc, si nous commençons par le premier niveau, très physique, donc très monétaire, il y a aujourd'hui des poches dans la République où les gens difficilement ont les 3 repas quotidiens. Et vous n'irez pas loin avant de trouver ça. Ça signifie que le statut de misère, la réalité de misère existe du nord au sud, de l'est à l'ouest au Bénin. Et il faut donc travailler pour gommer ces disparités ou ces inégalités. C'est une réalité qui frappe à l'œil aujourd'hui quand on vit dans un environnement où on connaît des gens qui, s'ils devraient vivre par eux-mêmes, ne mourraient de faim. La misère est donc une réalité préoccupante qui touche plus de 12% de la population mondiale, soit 1 milliard environ de personnes. Au Bénin, comme ailleurs en Afrique, aucun palliatif n'a encore été trouvé, même si ses origines sont relativement connues. En 2015, selon les statistiques de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, INSAE, donc, nous sommes passés de 35,6% en 2015 donc, pour atteindre, non, du moins en 2014, pour atteindre donc 41,7% en 2015. Vous comprenez forcément que la misère, la pauvreté est ambiante et la misère, c'est la chose la mieux partagée au Bénin. Nous avons une économie essentiellement fiscale
Et ça ne suffit pas, nous avons une croissance qui est tirée par le coton. Le coton est notre premier produit de rente. Alors, on passe tout son temps à aller motiver les paysans à cultiver le coton, qu'on ne mange pas, qu'on ne délaie pas, qu'on exporte intégralement. Intégralement on exporte. Et ce n'est que quelques graines de coton qui sont transformées sur place par certaines industries, ce qui apporte quelques miettes à notre économie. Alors quand vous voyez ça, vous comprenez tout de suite que le paysan travaille, cultive donc la terre pour enrichir Paris, pour enrichir les pays européens et prend maintenant de l'argent issu de cette vente-là pour aller acheter encore les produits qui viennent de l'Europe. C'est l'argent de ICC qui est parti aussi à la base de cette pauvreté aussi. Il importe d'agir et vite pour inverser la courbe de la pauvreté et pour y arriver, les efforts en la matière doivent être conjugués. On doit faire, c'est déjà ce que vous êtes en train de faire, mettre un mot sur le mal, communiquer, expliquer, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est encourager les politiques publiques, les acteurs publics majeurs qui orientent la vision du développement du pays. En troisième position, revenir maintenant au Béninois lui-même parce que ça relève du comportement du citoyen lambda, de se respecter et de respecter l'autre. L'État aura beau tout faire, l'État aura beau tout dire, si je décide de ne pas respecter, je ne respecterai pas. Donc, le troisième niveau, c'est de titiller la conscience individuelle en même temps qu'on titille la conscience collective de chaque Béninois pour que dans son vécu quotidien, pour que dans son comportement au quotidien, il puisse travailler à réduire, sinon à vaincre complètement la misère sociale, la misère intellectuelle, la misère dans les interactions, afin que le Bénin soit véritablement un havre de paix où il fait bon vivre pour chacun et pour tous. Alors, il va falloir aujourd'hui lutter. Il va falloir que les dirigeants revoient la politique économique du Bénin, déjà en revoyant ce produit de rente. Est-ce qu'aujourd'hui, le Béninois travaille suffisamment? Oui, on fait semblant de travailler en fait au Bénin. Vous voyez les gens quitter leur maison le matin, ils se disent qu'ils vont au boulot. Mais en réalité, les véritables facteurs économiques ne sont pas touchés. Pour la plupart, c'est des immigrants. Trompent ainsi le travail, ils trompent, je dirais, la vigilance de leurs parents en faisant croire que nous sommes à Cotonou et nous sommes en train de travailler. Alors que véritablement, on a besoin de cette masse laborieuse-là, quelque part peut-être dans les unités de production, dans les champs ou bien dans les usines de transformation. Et ceux-là sont ici à Cotonou en train de chercher un gagne-pain, ce qui n'est pas évident. Que les pouvoirs publics créer aujourd'hui ce qu'on appelle l'industrialisation, surtout l'industrie agroalimentaire, pour pouvoir transformer déjà notre production. Et comme je l'ai dit, le coton doit être relégué du moins au second rang. Du refus de la misère à l'élimination de la pauvreté, le souhait de l'ONU est de voir les différentes formes du fléau éradiquées progressivement à compter de cette année 2016. Info sur le continent, 2 hommes ont lancé lundi à l'aube une spectaculaire attaque contre la prison de Koutoukale à 50 km au nord-ouest de Niamey, l'établissement pénitentiaire le mieux gardé du Niger où sont détenus de nombreux djihadistes avant d'être repoussés par des forces de sécurité. Lundi 17 octobre 2016, à l'aube, la prison de Koutoukale, située au nord-ouest du Niamey, capitale du Niger, est attaquée. Ce centre pénitentiaire est réputé être le plus sécurisé du pays. Et c'est là que sont détenus les éléments djihadistes du groupe sahélien, du groupe nigérien Boko Haram ou encore les malfrats les plus dangereux. Bilan provisoire de cette attaque, 1 mort dans le rang des assaillants et 2 blessés parmi les gardiens de la prison. Les terroristes n'ont pas pu accéder aux locaux de la prison en raison de la fusillade qui a éclaté avec les militaires qui étaient de permanence. Cet événement survient après l'enlèvement vendredi d'un travailleur humanitaire américain que les ravisseurs ont emmené au Mali. God Power a grandi dans la baie de Takwa à Lagos, mégalopole africaine. De 20 millions d'habitants, passionnés de surf, il transmet aujourd'hui sa passion à une dizaine de jeunes. Tous s'exercent sur les eaux de l'océan Atlantique à l'entrée du port de Lagos. Reportage. Un cargo, des vagues et du surf, un cocktail improbable mais à Lagos, mégapole africaine à démesurée de rigueur. À l'embouchure du port de la ville, les aficionados des rouleaux se retrouvent dans la baie de Tarkwa. Pionnier du surf au Nigeria, God Power a grandi ici.
l'océan est son sanctuaire. Près de 80% des Nigérians n'aiment pas l'eau. Ils ont peur des divinités aquatiques comme Mami Wata et Papi Wata. Mais je les rassure et je leur donne l'opportunité de venir. L'océan ne va pas les tuer, l'eau n'a pas d'ennemis. Et pour prouver que l'océan n'a pas d'ennemis, God Power a monté une école de surf. Marée après marée, il a converti les jeunes de son village à la maîtrise des vagues. Junior, Emmanuel et Moss, ils évoluent tous sous les conseils de leur mentor, dans l'espoir un jour de devenir champion de surf. J'aime le surf parce que ça me rend heureux. J'ai envie d'en faire toute ma vie au Nigeria et faire des compétitions. Ils aiment vraiment surfer, c'est pour cela que je les aide et que je leur apprends. Et j'espère qu'ils représenteront le Nigeria au JO 2020. Mais avant les Jeux Olympiques, il leur faudra d'abord s'équiper, car dégoter une planche de surf au Nigeria n'est pas une mince affaire. Le principal souci, c'est l'équipement et être sûr qu'il soit solide. Ça ne sert à rien qu'on nous donne du matériel ou qu'on l'achète si c'est pour devoir le racheter 6 mois plus tard. Signe que le surf est en vogue à Lagos, un cinéaste nigérian vient d'achever le tournage d'un film consacré à Tarkwa et ses surfeurs. Une belle reconnaissance qui pourrait populariser la baie et pourquoi pas la hisser au rang des meilleurs spots mondiaux. Grand concert à Abidjan en présence de toutes les stars du genre. Première cérémonie de récompense façon Oscar. Abidjan a vécu mi-octobre un week-end au rythme endiablé du coupé décalé. Un mouvement musical né pendant la décennie de crise politico-militaire et au vaste succès. Commentaire. Abidjan a vibré ce week-end au son du coupé décalé. Un grand concert en présence de toutes les stars de cette musique a été organisé pour célébrer le mouvement qui a commencé pendant la période de la crise politico-militaire qu'a connue la Côte d'Ivoire. Cette soirée était une première de récompense à la façon des Oscars. Parce que nous sommes arrivés au fin fond de la crise en Côte d'Ivoire en 2002, lorsque le pays était encore dans les difficultés, le pays était à genoux. Nous avons emmené un mouvement qui a mis la joie dans le cœur de tous les jeunes Ivoiriens et tous les jeunes Africains aujourd'hui. Né sous la houlette de feu d'Uxaga dans les boîtes de nuit parisiennes et œuvre de la diaspora ivoirienne, le coupé décalé a fait fureur en Côte d'Ivoire avant de s'exporter dans toute l'Afrique puis de conquérir l'Europe et les États-Unis. Les stars de ce mouvement estiment que le coupé décalé est un état d'esprit avant d'être une musique qui a également évolué et n'est plus une musique de la rue. Le coupé décalé, c'est quelque chose où il faut être beaucoup créatif. Et le coupé décalé, on va dire, moi en un mot, c'est un concept qui donne que la joie et rien que la joie vraiment dans le cœur des gens. Quand tu écoutes le coupé décalé, quand tu as les soucis, quand tu danses vraiment, c'est génial. C'est génial. Le coupé décalé, c'est émouvant. C'est un truc qu'on ne peut pas expliquer en fait. Ça se vit. Ça se vit. On a grandi. Aujourd'hui, le coupé décalé n'est plus une musique de rue, une musique de boîte de nuit, c'est une musique de l'Afrique entière, une musique du monde entier. Donc c'est pour vous dire, le coupé décalé fait partie de la culture africaine. Précisons qu'au cours de cette soirée de récompense, DJ Arafat, le leader de la jeune génération, a été élu artiste de l'année. La Chine est parvenue à lancer sur orbite ce lundi 2 astronautes partis rejoindre son deuxième laboratoire spatial à près de 400 km d'altitude, a annoncé l'agence Chine Nouvelle. Les 2 astronautes doivent arriver sous 48 heures à bord du deuxième laboratoire spatial chinois, Tiangong 2, un engin lancé le mois dernier dans le but d'ouvrir la voie au déploiement dans 6 ans d'une station habitée dans l'espace. Ils y passeront 30 jours avant de revenir sur Terre, selon Chine Nouvelle. Le président chinois Xi Jinping a adressé un message de félicitations à l'équipage. Toujours en interactualité, au moins 19 personnes ont péri lundi dans un incendie accidentel dans un hôpital de l'Est de l'Inde, a annoncé la police, redoutant un bilan final plus lourd. L'incendie a eu lieu à l'hôpital de Bhubaneswar, la capitale de l'Odisha,
un état côtier de l'Est de l'Inde. Un court-circuit aurait été à la base du feu qui a pris au piège plus de 40 patients. Le bilan actuel fait état de 19 morts et pourrait s'alourdir selon le chef de la police locale. De nombreux patients sont dans un état critique et plusieurs d'entre eux ont été transférés dans un autre hôpital. Un drame pareil avait déjà fait périr en 2011 plus de 100 patients dans un incendie qui a ravagé l'hôpital de Calcutta, la ville la plus importante de la partie orientale de l'Inde. Et puis des heures ont eu lieu ce dimanche dans une prison de l'État de Roraima, dans le nord du Brésil. Plusieurs morts et des dégâts matériels sont à noter dans cette prison. Reportage. Au moins 25 détenus ont été tués dimanche au cours d'un affrontement entre factions rivales dans une prison dans le nord du Brésil. Parmi les détenus tués lors de ces heurts, 7 ont été décapités et 6 autres brûlés vifs, a déclaré un haut responsable des opérations spéciales de la police. Lors de ces affrontements, environ 100 parents de détenus avaient été pris en otage durant les horaires de visite des familles. Mais les forces spéciales de la police ont pu libérer ces personnes, en majorité des mères de détenus, et mater la révolte en fin de journée. Les mutineries et violences de cette envergure sont très fréquentes dans le système pénitentiaire du Brésil. Ceci est dû aux conditions de détention déplorables qui prévalent souvent dans ces établissements. Eden Info Stop et fin. Merci à tous. Maurice Aguar sera au rendez-vous pour l'édition de la soirée.